Bienvenue dans La Mort tout un art. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce projet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti. La mort, tout un art. L'art de faire résonner le glas avec Vincent Rode. Bonjour Vincent. Bonjour Lucille. Musicien et compositeur, le samedi 21 septembre 2024, tu as fait résonner le glas entre les murs du théâtre du Vieux-Saint-Étienne, à Rennes, dans le cadre du Festival de la Mort. Il était 9h du matin, une proposition matinale et musicale intitulée Rumeurs mortelles. Dans la pénombre et la fraîcheur, les festivaliers étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, j'avais envie que tu nous racontes cette expérience et comment elle s'est construite. Rumeur, c'est un projet que je développe depuis quelques années sous différentes formes et en fonction de thématiques ou de cadres particuliers. Ça a commencé en 2022 aux Ateliers du Vent, qui est une ancienne usine en fait à Rennes qui est maintenant occupée par un collectif d'artistes, collectif auquel je suis associé d'ailleurs. Et j'ai décidé, donc au début du projet Rumeur, de travailler sur le bâtiment et ses résonances quand il est vide. Donc j'ai passé comme ça plusieurs semaines à explorer les différents coins et recoins de ce lieu aux acoustiques particulières pour capter des sons et puis après les mettre en forme pour que ça devienne de la musique. Et donc ça a donné lieu à la première de Rumeur que j'ai présentée, si je dis pas de bêtises, au mois de novembre 2022. Ensuite, en 2023, j'ai été accueilli sur une résidence de création dans un centre de création qui s'appelle le Loguelou, qui est basé à Penvénan, dans le 22. Et donc c'est une ville qui est sur la côte, et c'est une côte très particulière qui est constituée d'une multitude de presqu'îles qui sont accessibles à pied à marée basse. Et donc j'ai passé plusieurs mois à explorer et à caractériser en son ces petites presqu'îles. Ce projet a été prétexte à écrire une pièce qui s'appelle Rumeur basse mer, pour laquelle j'ai décidé d'associer mon travail d'écriture, pas d'associer, mais de soumettre mon travail d'écriture à un contrebassiste qui s'appelle Simon Ledoiré. Et donc on a présenté au mois de septembre 2023 à côté de Penvénan, dans un lieu qui s'appelle Billy Gwen, un ancien moulin, ce projet. Donc toujours pareil, diffusé en multicanal, en quadriphonie, mais là c'était augmenté de la présence en direct de Simon Ledoiré à la contrebasse. Et donc troisième étape de ce projet Rumeur, c'était l'idée de travailler sur un corps résonant particulier qui s'appelle le glas, donc cette cloche qui sonne pour annoncer le départ des défunts, pour annoncer les cérémonies dans les églises. Voilà, c'est un son assez ancien, un son qui est assez codifié aussi. Donc je me suis attaché à l'enregistrer, à en enregistrer plusieurs sur Rennes pour mesurer aussi dans une localité les différences et les contrastes qui pouvaient exister entre ces différents tintements. Et donc voilà, j'ai passé l'été 2024 à collecter ces sons-là. Donc j'ai pas passé tout l'été, hein. J'ai fait peut-être 8 ou 10 sessions sur à peu près 5 clochers rennais que je suis allé enregistrer. Parce que moi, je me souviens quand tu étais venu pour me présenter le projet Rumeurs mortelles, t'étais pas certain que le glas sonnait toujours à Rennes. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, il y a certains clochers, notamment célèbres, comme Notre-Dame à Paris, où le glas ne sonne plus
que pour des événements exceptionnels. Quand il y a eu par exemple les attentats à Paris ou des choses comme ça. Donc en effet la question se posait de savoir si le glas sonnait encore pour toutes les cérémonies, dans toutes les villes et villages. Donc a priori ça c'est encore de mise, mais ce serait à vérifier que c'est partout. D'ailleurs, le glas, a priori, sonne pas pareil suivant les régions. Donc peut-être qu'il y a des régions de France où il a arrêté de sonner aussi. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas. C'était déjà un vrai travail que de trouver les endroits où il sonne, les bonnes distances pour pouvoir le capter, les cadres adaptés, puisque je l'ai jamais enregistré de l'intérieur du clocher. Il n'y a pas de prise de son de proximité en fait qui ont été faites. À chaque fois, c'est des prises de son plutôt du glas dans son environnement, donc avec une distance quand même conséquente, voire très conséquente avec les clochers que j'ai pu enregistrer. Mais donc il s'avère qu'il sonne, mais il sonne pas pareil partout. Et par exemple, il y a des églises qui font sonner le glas avant et après la cérémonie, comme le veut la tradition. Et en fait, j'ai été confronté à pas mal d'églises où ça sonne plus après, par exemple. Voilà, bon. Une fois que j'ai eu capté ces 5 clochers, eh ben, il a fallu faire du tri là-dedans, il a fallu constituer un orchestre, on va dire, à partir de ces résonances, sachant que d'une église à l'autre, on n'a pas le même nombre de cloches, c'est pas les mêmes hauteurs, ce ne sont pas les mêmes mélodies, ni les mêmes rythmes qui se dessinent. Euh, et du coup, je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, on n'est pas certain que les codes standards du glas soient respectés à Rennes. Normalement, le glas doit pouvoir, comme c'est une annonce, hein, euh, on doit pouvoir décrypter la tranche d'âge de la personne qui est enterrée. On doit aussi pouvoir détecter son sexe, etc. Euh, voilà, je suis pas certain que les prises de son que j'ai fait traduisent tout ça réellement. Mais bon, en tout cas, le glas, il est là, il existe sous plein de formes, beaucoup plus variées que ce que j'aurais pu imaginer. Euh, j'ai notamment entendu des cloches qui sont très finalement assez discrètes et puis qui dégagent quelque chose, des couleurs musicales qu'on pourra dire assez sombres. Mais à côté de ça, j'ai aussi enregistré des clochers qui sonnaient extrêmement fort et avec des couleurs musicales plutôt très majeures, avec des rythmes assez soutenus, donc des choses assez enjouées. Voilà, il y avait quand même euh, apparaissent de cette somme de prise de son une certaine diversité dans le glas rennais, on dira. Euh, après, bah, l'enjeu c'est que tout ça, il a fallu en faire de la musique, donc il a fallu contourner un peu les propriétés des cloches parce que on reste quand même sur des sons très percussifs, très métalliques, qui sont assez agressifs. Plus on s'en rapproche, plus ça sonne fort et plus ça peut faire mal. Donc moi, mon but n'était pas du tout là dans la musique que je voulais écrire derrière. Donc il a fallu euh, se jouer de tout ça, contourner les enveloppes caractéristiques des cloches pour les emmener sur un autre terrain qui s'est qui s'est matérialisé par voilà, plus de mélodie, plus de douceur, plus de place aussi à la rêverie et ouvrir des nouveaux espaces comme ça à partir de ces timbres qui sont uniques et caractéristiques, mais qui finalement voilà, offraient une diversité de formes et de couleurs musicales qu'il fallait aussi valoriser et avec lesquels il fallait réussir à créer des univers et des moods qui soient pas trop plombants, qui n'est pas que l'entrée de la darkness qu'on peut associer à la mort. Et voilà. Et donc, du coup, tout le challenge a été là une fois ce tri fait, une fois ces sons répertoriés dans mes archives. Est-ce que déjà au moment où tu enregistres,
il y a une couleur qui vient, une couleur musicale, tu sais vers où tu souhaites aller, ou non, t'as des rushs, et puis c'est quand tu te poses après dans ton studio que là, tu commences à créer autour du glas. Eh ben, je pense qu'il y a forcément un peu des deux, c'est-à-dire que le moment de la prise de son est très précieux parce que euh, ça fabrique des souvenirs, des choses vraiment ancrées dans un instant, associées à un événement, enfin, dans un événement, pardon, associé à un instant, un cadre particulier qui est aussi sous incidence de météo, etc. Enfin, voilà, et enregistrer le glas qui sonne sous la pluie, ça fait pas du tout le même effet que de l'enregistrer le matin, quand il y a du soleil, qu'il y a des oiseaux partout autour. De la même manière, la présence euh, de beaucoup de monde dans le centre-ville, ça génère pas du tout la même chose que des quartiers qui vont être un peu moins vivants ou agités, où j'ai pu aller pour enregistrer. Le fait que les cloches soient visibles ou pas, c'est pareil, c'est des choses qui conditionnent pas mal la manière dont ça résonne et dont ça se propage. Donc tout ça, c'est très stimulant et ça donne des idées. Mais c'est pas là que les choses se décident. Euh, j'ai envie de dire parce que quand j'arrive au studio et que je réécoute les rushs, là il y a un travail de sélection qui va se faire qui est plutôt euh, où les enjeux sont plutôt d'identifier des choses, c'est-à-dire de caractériser, d'aller chercher ce qui différencie le glas de Saint-Hélier, de celui de Saint-Melaine, de celui de Saint-Étienne, etc., etc. Donc là, il y a des sélections à faire pour, comme je disais, hein, essayer de répertorier comme si j'étais en train de constituer un orchestre et de faire le choix des différents instruments, des différents sons qui sortiront de chaque pupitre de cet orchestre. Et après la phase d'écriture, moi dans mon travail, ce que je fais pour ce projet, mais pour beaucoup des projets que je mène, c'est qu'en fait, j'essaie d'être dans la manipulation. C'est-à-dire, là, clairement, le son pour ce qu'il est, c'est une chose, ça devient un élément de vocabulaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre ce son vivant, pour le coup, et du coup, de fabriquer des histoires ou de stimuler, on va dire, l'imagination pour que l'auditeur se fabrique sa propre histoire à partir de ce son. Donc du coup, je parlerai plus que de dérochage, comment dire, de phase de manipulation en fait. C'est-à-dire que à un moment où le son a été sélectionné, il devient ce qu'on peut appeler un objet sonore, et cet objet sonore là, je vais l'essayer dans différents cadres en lui injectant des paramètres du coup propres à la musique, des notions de hauteur, des notions de forme, donc d'enveloppe, avec des sons qui ont plus ou moins d'attaque, qui résonnent plus ou moins, qui sont plus ou moins courts ou longs. Évidemment, la notion de rythme, pas forcément de pulsation, mais de savoir si je m'oriente sur des sensations rythmiques, de choses plutôt intenses, rapides, ou au contraire lentes, éthérées, etc. Donc la manipulation devient décisive parce que c'est elle qui à un moment va générer des formes. Et donc en fait ce qui s'est passé là c'est que j'ai essayé de pas trop mélanger, c'est-à-dire de me faire de prendre chaque clocher comme si c'était une thématique à proprement parler, de prendre chaque manipulation que je décidais de faire comme une thématique aussi, ce qui a fait que j'ai par exemple utilisé plusieurs clochers avec des manipulations différentes, ce qui m'a donné comme ça des entrées vraiment très contrastées, très différentes, avec les mêmes sons sources, on va dire, et ce qui m'a permis pardon, de développer des choses dans des sens vraiment différents. Euh, Parce qu'encore une fois, pour moi, ce qui prime dans ce projet, c'est la force du son pour stimuler l'imagination. Et là, en fait, le glas, cette annonce, on parle bien de quelque chose qui annonce la mort, qui annonce un départ, mais en réalité, personne ne sait réellement
qu'est-ce que va devenir cette personne, le défunt, tout ça. Donc j'ai aussi fait le choix de convoquer, par rapport à l'imaginaire, des sons que j'ai apposés au glas, comme le son du vent, le son de la mer, le son aussi des choses qui peuvent évoquer la terre. Alors tout ça, c'est des choses qui sont pas très présentes dans l'œuvre finale, mais qui ont quand même ce pouvoir de suggestion de qu'est-ce que ça devient et par extension, où est-ce que va résonner, où est-ce qu'on perd les ondes et les résonances du glas aussi dans nos environnements. Euh, donc voilà, j'essaye que cette rumeur mortelle propose aussi un espèce de voyage imaginaire à l'auditeur pour qu'il puisse se perdre dans ces résonances et dessiner de nouveaux chemins, de nouveaux parcours, dans des choses qui peuvent être par moments très abstraites, mais qui émanent bel et bien de ce signal résonant. Et donc ça a résonné entre les murs du vieux Saint-Étienne que tu connais déjà, pour avoir déjà joué à plusieurs reprises. Qu'est-ce que là ça a produit de particulier ou là, cet endroit-là, ce samedi matin? Qu'est-ce que tu étais venu aussi chercher? C'était une très belle opportunité, bon déjà d'intégrer le Festival de la mort parce que ben voilà clairement la thématique tombait à point. Euh, Ce qui était aussi super, c'est qu'en effet, le Vieux Saint-Étienne, c'est un espace que je connais, dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs formes, que ce soit des choses plutôt de l'ordre du concert, mais aussi des spectacles de danse. Donc voilà, c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui a des propriétés acoustiques qui sont vraiment chouette et qui permettait d'accueillir le public comme je le souhaitais pour ce projet-là. Donc voilà, dans un espèce de grand carré où on pouvait comme ça immerger le public dans ce dispositif multicanal qui permet des circulations de sons un peu comme on peut en avoir au cinéma, hein, mais du coup d'accueillir les gens au sol, donc les gens puissent être assis, allongés comme ils le voulaient. Et ce que j'avais pas forcément anticipé, parce que pour moi le théâtre du Vieux Saint-Étienne, bah, c'est avant tout un théâtre, mais en fait c'est que c'est aussi une église, en tout cas une ancienne église qui a été désacralisée. Donc c'est un endroit où le glas a sonné, il y a de ça
des dizaines d'années, mais où il ne sonne plus et où il n'y a d'ailleurs probablement plus de cloche du tout. Donc pour moi, c'était assez génial quand je me suis rendu compte sur le temps de l'installation, mais en fait, je joue dans une église où il n'y a plus de cloches et c'est moi qui ai cet honneur et cette chance de pouvoir faire sonner, alors pas les cloches du vieux Saint-Étienne, mais des cloches à l'intérieur de cette église. Euh, du coup, je pense que ça trouvait d'autant plus de sens et que voilà, il y avait un côté comme ça un peu clin d'œil qui était chouette et en effet, ça a super bien marché et du coup, ça m'a même donné des idées pour des versions futures où ce serait pourquoi pas l'occasion de pousser encore un peu plus loin le travail de scénographie, quoi. Mais voilà, et puis après, c'est vrai que le cadre, comme c'est du vrai, hein, c'est de la vraie pierre d'époque, etc. Il n'y avait pas besoin d'en faire trop autour non plus pour s'y retrouver, hein. C'est-à-dire qu'avec quelques lumières bien choisies sur les charpentes et les piliers, ben voilà, on avait un cadre qui était tout de suite magique et qui opérait pour le projet que je proposais. Donc c'était vraiment the place to be pour cette réalisation-là, pour moi en tout cas. Là, tu as joué en live. Est-ce que tu as aussi improvisé ou tu es venu avec tous les sons que tu avais déjà composés en amont? Alors pour ce type de projet, je prends l'option d'une situation un peu hybride, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la pièce qui est assez écrite parce qu'elle engage pas mal d'écriture dans l'espace, chose qui est en live assez contraignant à gérer. C'est-à-dire que ça peut être très intéressant dans le cadre de jeux sur un acousmonium ou des choses comme ça, de jouer la multidiffusion en live, mais du coup ça veut dire ne faire que ça. Et comme moi j'avais vraiment cette volonté de pouvoir aussi mettre en dialogue les sons fixés et les sons collectés auxquels j'ai toujours accès en direct, ce qui me donne à moi une approche sur l'écriture plus ludique, plus interactive. J'aime assez garder cette idée que je puisse improviser. Donc en gros, pour résumer, ce qui se passe, c'est que la partie circulation dans l'espace est relativement fixée et écrite. Et moi, j'interagis avec dessus en prenant des petits extraits, en fait, en extrayant des samples que je remanipule en temps réel sur les formes qui sont un peu des supports, quoi. En gros, c'est un peu comme un... Je pense que je peux dire que j'ai fonctionné un peu à la manière d'un concerto, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toute la partie orchestrale qui a été écrite, composée et réalisée en studio, qui est diffusée quasiment telle qu'elle. Et moi, en live, je deviens soliste avec quelques sons extraits que je remanipule à nouveau en temps réel pour du coup dessiner de nouvelles formes et mélodies sur cette base orchestrale support qui est elle diffusée et fixée, quoi.
C'est une particularité de ton travail d'enregistrer tes propres sons? Parce que tu pourrais aussi, le glas a certainement dû être enregistré par ailleurs et doit se trouver, donc c'est une particularité de ton travail. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tout ce que je fais. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture participe vraiment de, de l'étape de captation. J'aime souvent à dire quand je présente mon travail que mon instrument principal, c'est le microphone. Alors c'est pas toujours vrai, et puis c'est surtout que c'est tellement large que ça en devient réducteur, j'ai envie de dire. Mais oui, je m'attache à faire ça parce que pour moi c'est aussi une manière de convoquer ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire le souvenir, la particularité des lieux, la relation à l'environnement. Voilà, moi j'aime beaucoup cette idée de comprendre ce qui constitue un événement sonore. Et le meilleur moyen, c'est d'être sur le terrain. Typiquement, pour le glas, j'ai appris un truc que j'aurais jamais imaginé à ce point-là. C'est la différence de volume qu'il peut y avoir d'une église à l'autre. Et ça, si j'avais pas fait les prises de son moi-même, je suis pas certain que je m'en serais rendu compte. Et voilà, il y a notamment une église du plein centre de Rennes, là où j'ai entendu le glas sonner. Je ne l'aurais jamais su. Je ne sais même pas si je l'aurais entendu si j'étais passé à côté, si j'y avais pas prêté l'attention particulière qu'il faut y prêter lorsqu'on appuie sur record et qu'on est avec son matériel d'enregistrement, parce qu'elle était vraiment, vraiment très, très, très faible. D'ailleurs, j'ai même le doute que dans cette église-là, ce soit des vraies cloches qu'on entende. Je me demande si c'est pas un système numérique. Et à l'inverse, l'église Sainte-Melaine, pour ne pas la citer, ben, le fait de m'être déplacé et d'avoir enregistré le glas, je me suis rendu compte que c'était clairement, ça faisait probablement partie des cloches les plus puissantes qu'il y a à Rennes, donc les plus volumineuses en termes de, 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 ouais, de puissance de son, d'intensité, pardon. Euh, et en fait, bah, je me suis aussi rendu compte que ces cloches, je les entendais de chez moi, chose que je ne savais pas, parce que j'avais aucun outil pour le savoir. Donc le fait de m'être déplacé pour faire cet enregistrement, comme je le disais avant, voilà, c'est aussi une manière de me confronter à mon environnement quotidien. Et du coup, plus je me confronte à mon environnement quotidien, plus je pense pouvoir avoir la prétention de fabriquer des environnements plus imaginaires et de pouvoir prétendre emmener les gens ailleurs quand je joue ma musique en live, parce que c'est bien ça qui m'intéresse aussi derrière. Donc c'est vrai que plus je vis la réalité sur les temps de captation du son, ben, plus c'est facile pour moi d'être habité par cette volonté de ne pas être dans des démarches qui seraient celles du documentaire, mais bel et bien celles de la création et de l'extension des timbres et des sons que je fais le choix d'utiliser pour les emmener ailleurs et stimuler les auditeurs sur leur imaginaire, quoi.
important aussi pour toi de jouer en live, justement. Ah bah tout à fait, c'est vraiment c'est là que mon métier et que mes travaux prennent vie et ça c'est ce que j'ai de plus précieux en fait. Clairement, euh, faut bien se dire que quand on joue en live ce type de musique, on est aussi dépendant des systèmes, des lieux, mais aussi du public. Donc du coup, ben voilà, c'est important d'être là, c'est important d'être en interaction, même des fois si c'est se contenter de gérer un bouton de volume. euh, alors c'est pas du tout ce que je fais moi pour le coup, enfin je le fais aussi, mais je veux dire, ça dépasse complètement ce cadre-là, mais c'est hyper important de, voilà, de se poser des vraies questions de qu'est-ce qu'on fait entendre aux gens, pourquoi on demande aux gens de se déplacer pour écouter. Et je pense que voilà, il faut avoir la main là-dessus, il faut aussi se confronter à ces notions de geste, quoi, c'est-à-dire être dans l'action. Et ça, c'est vraiment en live que ça se passe. D'ailleurs, la réalisation d'un projet comme Rumeur, très souvent, par rapport aux étapes de création que je décrivais tout à l'heure sur le processus de création à proprement parler, ce temps que je prends pour manipuler les sons avec différents outils de traitement, ça peut vraiment, enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on peut imaginer convoquer dans ce cadre-là. Bah, c'est souvent des choses qui s'apparentent à du travail en live que j'enregistre. Et après, ce sont ces enregistrements de manipulation du son en live qui sont à nouveau montés, édités et mis en forme pour finalement devenir musique ou support, etc., etc. Mais c'est vrai que du coup, le live, c'est quelque chose qui est hyper important. Et puis, je trouve que là, dans un sujet qui est en lien avec la mort, ben, c'est aussi plutôt pas mal de ramener le vivant de manière permanente là-dedans, parce que jouer en live, c'est ça aussi que ça veut dire. C'est qu'on est bel et bien dans le champ du spectacle vivant, et je trouve ça important parce que c'est là que la musique opère, à mon avis, et c'est là que comment dire, que les liens avec le public se créent et se créent de manière forte, réelle et unique aussi. Voilà. Et le fait d'intégrer le, l'improvisation, le fait de pouvoir agir là-dessus, c'est ça aussi qui fait qu'il n'y aura jamais de rumeurs mortelles qui seront jouées tout à fait de la même manière. Et ça, c'est hyper stimulant. Euh, c'est aussi une manière bah voilà, que ce soit un projet vivant et qu'il n'y ait pas de place pour l'ennui, en fait, clairement, là-dedans. C'est une rencontre avec le public, mais avant cette rencontre-là, il y a aussi la rencontre avec la maison diocésaine. Tu as voulu aussi savoir comment on pouvait enregistrer, est-ce qu'il y avait besoin d'autorisation? Est-ce que tu veux bien nous parler de cette rencontre-là atypique? Ouais, ouais, ça a pas été très simple. Alors, cette rencontre a pas vraiment eu lieu. Moi, je l'aurais souhaité, mais bon, ça s'est plutôt résumé à un échange téléphonique avec quelqu'un qui avait pas trop envie de comprendre de quoi je lui parlais, qui, je pense, avait pas, enfin, pour qui c'était pas très clair, en fait, tout ça. Donc, c'était un échange un peu lunaire. Voilà, et puis il y a eu une deuxième étape, c'est que alors faut imaginer hein, que pour enregistrer le glas, j'ai pas passé comment dire des semaines entières au pied des églises en attendant des obsèques, hein. Donc tous les matins, pendant plusieurs semaines, je prenais le journal et puis je regardais où avaient lieu les enterrements. Et donc je me rendais à proximité des églises que j'avais repérées. Et en fait, il se trouve que voilà, il y a un prêtre qui. Alors à chaque fois, je mettais un point d'honneur à aller plutôt derrière les églises, c'est-à-dire que les familles et les gens concernés par la cérémonie qui avait lieu ne me voyaient pas, hein. Je cherchais pas du tout à avoir d'interaction de ce côté-là, mais du coup, en étant derrière une église à Rennes, je me suis fait
entre guillemets, attrapé par un prêtre qui trouvait ça quand même très très bizarre que de me voir avec mes micros, mon casque, il croyait que j'enregistrais les oiseaux, tout ça. Bon, et quand je lui expliquais, bah, il est resté me regarder avec des grands yeux, puis en fait, il a fermé la fenêtre. Et l'échange s'est assez vite arrêté. Parce que je pense que de leur côté, ce qui peut s'entendre, il y a peut-être un truc qu'on mesure pas, qui leur est précieux ou pas d'ailleurs, enfin je sais pas, de ce côté-là. Alors que c'est vrai que moi j'ai plutôt une vision du glas en dehors du cadre religieux, en fait. C'est-à-dire que bien que ce son émane des églises, moi ce que je trouvais assez intéressant, c'est plutôt le fait que c'est un son qui peut être un peu considéré comme l'ancêtre de la radio, c'est-à-dire que dans les campagnes, ben, quand les gens entendaient sonner le glas d'un village qui pouvait des fois être un peu lointain, ils savaient que quelqu'un était parti, et donc c'était aussi une manière de créer du contact avec la communauté et de se dire ah bah tiens mais je suis pas au courant, on enterre quelqu'un aujourd'hui donc je vais aller me renseigner. Voilà où enfin bon, on peut imaginer plein de situations où finalement le glas était quelque chose de complètement intégré dans la vie quotidienne mais plutôt comme une source euh, d'information, j'allais dire, en tout cas, voilà, dans quelque chose qui est une annonce, qui est l'annonce d'un événement de la vie et pas du tout de quelque chose qui induit. Alors cette annonce est faite au cours d'une cérémonie qui est certes religieuse, mais euh, le son du glas lui-même n'a pas de. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ayant cette portée, voilà, uniquement en lien avec la religion. Et du coup, euh, bah voilà, je trouve ça d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, il sonne encore et qu'en fait, bah, je pense qu'il y a plein de gens qui le savent pas forcément, ou en tout cas qui savent pas le reconnaître. Euh, mais à l'échelle d'une ville comme Rennes, ici, où il y a quand même un sacré paquet d'églises et donc d'options pour organiser des cérémonies, et il y a du monde, de la densité, donc des décès, ben, les glas, ils sonnent à Rennes, et puis ils sonnent même plusieurs fois par jour. Alors, est-ce que dans l'environnement actuel, on est encore à même de percevoir ça? Moi qui ai mené ma petite enquête en autonomie, en allant chercher le son, bah oui, forcément maintenant, il y en a quelques-uns qui sont quand même tellement particuliers que je les reconnais et je les reconnaîtrai pendant un sacré bout de temps. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Et voilà, et c'était aussi pour ça que ce projet m'intéressait, parce qu'il soulève des questions, encore une fois, hein, sur notre relation à tous, à notre environnement, en fait, et du coup, à des infos qui sont là et qu'on n'est pas ou plus capable de traduire. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant de questionner ces choses-là et de s'en amuser, finalement. Et dans une pollution aussi peut-être plus sonore qu'à la campagne ou qu'auparavant. Oui, tout à fait. Après, la notion de pollution, je pense qu'elle a, par rapport à ce type de sonorité, elle a toujours existé. C'est-à-dire que même avant l'arrivée des moteurs, les environnements urbains étaient de toute façon plus sonores et agissaient un peu comme des barrières. C'est-à-dire que la campagne, ce que le glas permet, c'est la distance. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de bruit barrière, il y a moins d'activité de proximité, bah on peut percevoir des sons qui viennent de beaucoup plus loin. Alors que c'est vrai qu'à Rennes, je pense que même avant l'apparition des voitures, et du métro, des bus, de tout ce qu'on veut, eh ben, d'un quartier à l'autre, c'était peut-être pas si évident que ça de percevoir le glas, parce qu'il y avait plein de sons et d'activités et de mouvements entre, en fait. Mais il y en a auxquels on pouvait pas échapper, hein. Encore une fois, je pense que le glas de Sainte-Melaine, c'est quelque chose, c'est une expérience. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas innocent parce que c'est clairement le clocher le plus haut
aussi de la ville. Alors pas par sa hauteur à lui, mais parce il est au sommet d'une espèce de colline là. Enfin, on le voit de partout, donc je pense qu'on l'entend de quasiment partout parce qu'il est très puissant et qu'à mon avis, il a été conçu de la sorte. À côté de ça, c'est vrai que l'église Saint-Étienne, là, qui est en bas de la place des Lys, faut vraiment tendre l'oreille quoi pour l'entendre. Donc voilà, toutes ces choses-là sont intéressantes, mais j'ai mis aussi un point d'honneur dans la réalisation de Rumeur à toujours laisser des petits moments où les sons que j'utilise ne sont pas transformés pour que les gens, que des spectateurs, des auditeurs éventuels qui vivent à côté de certains clochers se disent ah ben tiens mais ça je connais cette sonnerie, je l'ai déjà entendue ou peut-être même je l'entends toutes les semaines ou je sais pas et qui se disent ah mais ouais mais j'avais jamais pensé que c'était ça et maintenant du coup voilà je le sais et ça résonnera autrement enfin bon bref donc il y a tout ce truc après voilà j'ai été obligé par le temps que j'avais de faire des choix, moi. C'est-à-dire que toutes les cloches ont été enregistrées avec des couples stéréo, de micro aériens. Donc ça c'est des choses qui cherchent à imiter une écoute qui est celle qu'on peut avoir, une perception, pas forcément une écoute, une perception qui est celle qu'on peut avoir quand on se promène dans la rue ou dans les parcs à Rennes. Euh, Peut-être que une seconde étape de ce travail, là j'étais pris par le temps, donc j'ai pas eu le temps, mais serait d'aller travailler à comment le glas fait résonner les murs ou le sol, ou comment cette vibration se propage réellement. Mais bon, là on ouvre un autre dossier, donc du coup ça sera intéressant, mais ce sera peut-être une autre étape, ou d'aller carrément s'attacher à enregistrer les vibrations de ces cloches euh, en occultant tout le reste, c'est-à-dire par exemple de poser des micros contacts dessus, des choses qui... voilà, ça pourrait être intéressant. Mais ça veut dire pouvoir s'en approcher. Et donc ça voudrait dire avoir un contact très clair et fort avec la maison diocésaine. Et ça, je crois que c'est pas très facile. Mais faudrait relancer, pourquoi pas, hein. Là, quelle est la suite justement de Rumeurs Mortelles? J'aimerais bien continuer à diffuser ce projet dans d'autres lieux. Là, c'est vrai que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ben, le cadre à la fois du Festival de la Mort, à la fois du lieu, donc de ce théâtre, du théâtre du Vieux Saint-Étienne, bah, c'était un peu du tapis rouge pour cette première. Voilà, maintenant, moi, j'aimerais beaucoup confronter ce projet à d'autres lieux, voir ce qui se raconte en plein air par exemple ou dans des bâtiments à l'inverse très très modernes. Euh, L'idée de jouer avec le patrimoine, ça m'intéresse pas mal aussi, c'est-à-dire que ce petit clin d'œil de faire sonner des cloches dans une église où elles ne sonnent plus, bah, je trouve ça vraiment super et je pense que ça vaudrait même le coup de pousser le truc encore plus loin en essayant d'aller jouer présenter ce projet-là dans des ruines, par exemple, de chapelles, d'églises. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment envie que ça joue parce que je suis très très content de ce travail-là qui part voilà, d'une posture un peu radicale, de travailler sur ce son pas simple, pour plein de raisons, mais pas simple non plus dans sa nature, hein. Encore une fois, on parle de sons métalliques, percussifs, etc. Avec pour moi comme enjeu de pas être dans le fait de plomber la musique, euh, mais plutôt d'aller vers des choses plus suspendues, éthérées, contemplatives. Euh, voilà, je trouve que les choses qui en sont ressorties là sont plutôt chouettes et j'ai envie de continuer à creuser ce truc-là, à le développer, évidemment de le partager. Euh, et c'est vrai que voilà, dans les retours que j'ai eus suite à au concert dans le cadre du Festival de la Mort, eh ben, jamais personne n'a dit que c'était trop sombre euh,
et qu'il se dégageait de ce projet-là un truc comme ça, très, très austère, très flippant, ou je sais pas quoi. Alors que j'ai plein d'amis, quand j'ai parlé de ce projet-là au début, des copains musiciens qui me disaient Oh, mais comment tu vas faire? Enfin, c'est quand même un peu dur comme sujet, c'est un peu... ça va pas être rigolo, quoi, de traiter ça, quoi. Et je dis, bah ouais, je sais pas, moi je vois pas les choses sous cet angle. Ça va être un challenge, c'est sûr, mais pour d'autres raisons, hein, des choses plus techniques et peut-être plus musicales, tout simplement, des questions que je me posais. Je veux dire, la palette sonore était quand même pas très étendue là pour amorcer une composition d'1 heure. Et au final, voilà, ce qui en est sorti, ça a été plutôt très bien reçu, et je pense que les gens sont sortis de ce concert. Ben, plutôt content, détendu, et puis que le côté immersif, qui fait que ça participe aussi un peu de l'expérience, que c'est pas des situations d'écoute auxquelles on est confronté tous les jours, hein. Je veux dire, à l'heure actuelle, il y a quasiment que le cinéma, hein, qui propose ça. Et le cinéma, on y va beaucoup pour l'image, donc on est stimulé au niveau du son, mais là, comme il n'y a pas d'image et que c'est plutôt l'inverse, c'est une surstimulation sonore presque, j'ai envie de dire, qui est censée pouvoir permettre aux gens de générer leurs propres images. Ben voilà, je pense que ça a été assez compris, que les jeux, assez bien compris et reçu, pardon, et que les gens ont joué le jeu, se sont plongés dedans et ont voyagé avec moi là-dedans, et c'était cool, voilà, et les retours ont été plutôt très bons, et plutôt à pointer ce truc assez surprenant. Bah oui, finalement, on est plutôt dans une certaine poésie de la cloche que dans quelque chose comme ça de très sombre, qui ramène à des choses graves, lourdes, et non, pas du tout. C'est pas du tout à cet endroit-là que j'ai cherché à travailler. Et puis, ben là, la dernière chose, c'est que là, j'ai quand même un truc très écrit, très abouti et assez riche. Et donc, je pourrais très bien me permettre de tenter la relecture de La Rumeur Mortelle jusqu'à, pourquoi pas, essayer d'en faire une version plus rythmée. Pour là, un public debout qui serait amené à danser au son de ces cloches. Ça pourrait être assez rigolo aussi de prendre un parti complètement autre, voilà, avec des entrées qui seraient plus convoquer les codes de la techno autour de tout ça, et de faire devenir ce son une annonce de fête, tout simplement. Mais bon, ça, je sais pas. Là, c'est pas au programme pour l'instant, mais en tout cas, ça pourrait être un beau challenge. Vincent, comment on peut suivre justement tes prochaines actualités? J'ai beaucoup d'actualités, et dans des choses dans des domaines très divers et variés, donc c'est assez dispersé tout ça. Pour ce que je sors, c'est pas mal de se connecter sur mon Bandcamp, donc en tapant simplement Vincent Raude, Raude, où là il y a pas mal de musique en ligne, et puis après, ben voilà, il y a plein d'autres projets parallèles, des choses comme euh, The Cliff ou Énergie Noire du côté du jazz. Euh, Après, je fais pas mal de musique pour la danse et le théâtre aussi, où là, du coup, mon nom est un peu moins visible. Puis, bah ouais, les réseaux, Facebook, Instagram, j'essaie de communiquer un petit peu là-dessus. Et j'ai prévu de passer des extraits. C'était des extraits que tu avais envoyés pour le plateau radio. Peut-être que tu voudras que je diffuse d'autres extraits ou pas du tout. Ça, tu me diras. Non, super. Je te laisse faire le choix. Tu es, je crois que les extraits font tous 2 minutes, c'est ça. Tu peux même couper dedans, enfin, fais comme tu veux. Voilà. Ouais, faut juste bien mesurer le fait que ces extraits, bah, ils sont. C'est déjà des sacrées réductions de ce que ça raconte en vrai, en live. Enfin voilà, n'hésite pas à juste repréciser ce truc-là, parce que je pense que, bah, pareil, toi, comme tu l'as entendu en live, et ben, tu peux mesurer aussi, et même, comment dire, peut-être même mieux que moi. Enfin, tu vois, de manière plus raisonnable, j'ai envie de dire, parce que moi, tu vois, là, ce que je viens de raconter, c'est clairement une partie de mon
écriture qui disparaît, en fait. Mais je pense que vous, auditeurs, spectateurs, vous percevez pas que les choses se déplacent de la même manière, tu vois. Donc voilà, là c'est vraiment mon truc de composition qui est altéré, donc c'est pas simple à gérer, en fait, c'est juste ça. Mais après, sur le côté écoute sensible de gens complètement extérieurs à la conception du projet, c'est très bien. S'il s'avère que les versions stéréo racontent déjà des choses, ça me va. C'est juste qu'elles racontent forcément pas les choses que moi j'ai décidées comme je les ai décidées, et là du coup ça bloque. Mais ça, c'est le compositeur qui parle, c'est toujours c'est pas pareil, quoi. Ce sera précisé. Merci beaucoup Vincent. Et merci Lucille, et tout le meilleur pour la suite. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et sur la page Instagram de La Mort, tout un art.